Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et jusqu'à 14h, nous recevons Frédéric Michaud, directeur général d'Opinionway et auteur du Sacre de l'opinion, une histoire de la présidentielle et des sondages aux éditions du CERF. Bonjour. Bonjour Frédéric Michaud. Alors je voudrais dire, parce que là on va juste présenter le livre et ensuite nous aurons 1 heure pour en parler avec vous, avec les auditeurs de Sud Radio. Ce qui est très intéressant dans ce livre, c'est que vous faites de l'histoire. C'est-à-dire, on parle beaucoup, vous savez, les polémiques sur les sondages, à chaque présidentielle, à chaque élection, etc., reviennent. Oui, sondages. Je rappelle toujours les adversaires des sondages. Victor Hugo disait que le calembour est la fiente de l'esprit qui vole. Et nous, on dit que les sondages sont les crottes de la démocratie qui trotte. C'est-à-dire, il y a vraiment, oui, ce sont des photos, qui va acheter des photos usagées, instantées, etc. Et puis d'un autre côté, quand même, c'est devenu, on le sait, qu'on s'en réjouisse ou qu'on le déplore, un véritable thermomètre, une espèce de feuille de température que même les gens qui daubent et qui disent ouais tout ça ne sert à rien, vous remplacez le peuple, eh bien on en tient compte, on est effectivement, on ne peut pas ne pas en tenir compte, et on va en parler donc avec vous, Frédéric Michaud. Juste un mot pour vous. Si vous êtes, je rappelle, directeur général adjoint d'Opinionway, vous êtes enseignant à Sciences Po. On pourrait dire aujourd'hui que le sondage, c'est un mal nécessaire ou un bien utile. Oh, je dirais que c'est un bien utile, mais vous résumez bien les choses. Vous résumez bien l'ambivalence avec laquelle les sondages sont perçus aujourd'hui. On les aime ou on les déteste, on les adore ou on les abhorre. C'est très difficile d'avoir une position neutre, une position équilibrée, une position objective quand on parle des sondages. Évidemment, il y a des choses qui sont tout à fait critiquables dans les sondages, on les connaît, on pourra en parler, mais je crois, alors c'est peut-être un plaidoyer pro domo, mais je crois quand même que les bénéfices sont supérieurs aux éventuels effets pervers qu'ils peuvent avoir en démocratie. Donc vous êtes pour le rapport bénéfice-risque, cette fois-ci. Exactement. Je ne sais pas pour le Covid, mais pour les sondages, c'est bon. Exactement. On parle tout de suite après les informations. Eh bien, il n'y a pas que moi qui est dans tous les états. L'opinion aussi est très souvent dans tous ces états. Frédéric Michaud, vous avez écrit Le Sacre de l'opinion, une histoire de la présidentielle et des sondages aux éditions du CERF. Et c'est très intéressant parce que vous avez pris un point de vue, justement, vous avez pris un peu de distance, même si vous êtes à Opinionway et qu'on accepte tout à fait les plaidoyers pro domo. Mais vous racontez justement cette histoire et ça a commencé, enfin, je voudrais que là qu'on prenne le temps de raconter. Tout a commencé véritablement en 1965. Oui, tout a commencé en 65 alors que les sondages en France ont été créés, c'est l'Institut français d'opinion publique, l'IFOP, qui existe toujours, a été créé à la fin des années 30. Il y a une parenthèse avec évidemment la Seconde Guerre mondiale. Ils réapparaissent à la Libération et puis sous la 4e République, finalement, ils végètent pour différentes raisons et c'est vraiment avec le passage à la 5e République, avec l'instauration des différents référendums, avec évidemment le passage au suffrage universel que les sondages vont acquérir leur lettre de noblesse lors de l'élection, la première élection présidentielle au suffrage universel en 1965. Et je rappelle que les 3 principaux, c'était évidemment le général de Gaulle, qui était président déjà, qui se présentait, bien sûr, représentait. Il y avait eu, c'était la première élection, puisqu'avant il avait été nommé, et il y avait François Mitterrand, pour la gauche, oui. Pour la première fois réunie, déjà en 65, il faut rappeler. Il n'y avait pas de programme commun, mais il y avait déjà Mitterrand et la gauche, et puis il y avait Jean Le Canuet. Et là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que justement les études d'opinion arrivent sous la lumière, sous les feux de la rampe? Alors c'est Jean Le Canuet qui est vraiment l'introducteur en France des enquêtes d'opinion et plus généralement du marketing politique avec l'aide de Michel Bongrand. En fait, Jean Le Canuet fait partie de cette génération d'hommes politiques très impressionnés par la figure de John Kennedy, du président américain. C'était le cas aussi. Qui était mort en 63. Qui était mort en 63, donc 2 ans avant. Oui. D'ailleurs, Valéry Giscard d'Estaing lui-même a été aussi très admiratif du président Kennedy. Et donc, c'était pour eux une source d'inspiration
Et donc, ils sont allés voir aux États-Unis quelles étaient les techniques mises en place par les équipes de campagne. Et dans l'équipe de campagne de Kennedy, il y avait un sondeur qui s'appelait Louis Harris. Donc, ils ont importé cette technique. Qui est encore là, les sondages en de France. l'Institut Louis Harris, c'est toujours là, bien sûr. Oui. D'accord, et ils ont apporté cela. Et comment ça a été, alors, à l'époque, dans ces débats, comment ça a été perçu par les différentes... Alors, à l'époque, c'était totalement inassumé. Hein, les hommes politiques, en tout cas ceux qui utilisaient les sondages, qui étaient très peu nombreux, ne l'assumaient pas parce que il y avait l'idée qu'un homme politique n'avait pas besoin de ces sondages pour connaître l'opinion et que le dialogue direct avec les électeurs, avec l'homme de la rue, était suffisant. Voilà. Donc c'était fait, mais c'était pas assumé. D'ailleurs, il subsiste encore aujourd'hui, un peu de cette hypocrisie ou de ce double discours. Tous les hommes politiques qui utilisent les sondages ne le disent pas ouvertement. Vous savez, tout récemment, les sondages, ça va, ça vient, c'est comme la queue du chien. Hein. Ça date d'il y a quelques semaines. Mais la différence par rapport à cette époque, c'est qu'aujourd'hui, il y a une majorité de candidats qui utilisent les sondages de façon stratégique pour élaborer leur campagne électorale et aussi pour la conduire. Alors justement, on va parler de cet aspect-là pour le meilleur et peut-être pour le moins bon. Donc c'est inassumé, ça vient, et après, donc je résume parce que vous parlez, et c'est très bien de rythmer ça par les présidentielles, parce que c'est là l'élection majeure, l'alpha et l'oméga, on le sait, depuis la Ve République en tout cas. Donc 74, De Gaulle s'en va, il fait un référendum. 69. 69, qu'est-ce que je raconte ? 69, absolument pas 65, 69. Donc Pompidou se présente, il y a Monsieur X. Alors, racontez, c'est très intéressant dans votre livre, vous avez rappelé l'histoire de Monsieur X, qui était déjà une espèce de sondage, en tout cas, est-ce que c'est pas une manipulation de l'opinion publique ? Si, c'est une tentative de manipulation de l'opinion publique, absolument. En tout cas, une tentative de pression sur l'opinion publique. Monsieur X, c'est une opération de communication qui a été orchestrée par Gaston Defferre, puisque c'est lui, Monsieur X, et par l'Express de Servan-Schreiber, qui partageait une communauté de vues au plan politique. Et en fait, l'Express, pendant plusieurs semaines, a mis en place la candidature, a exposé la candidature d'un certain Monsieur X, amené à défier le général de Gaulle, sans révéler son identité, pour créer un suspense et espérer créer un courant dans l'opinion publique. Le Canard enchaîné a rapidement donné la mèche et révéler l'identité de Monsieur X, et puis finalement la candidature de Gaston Defferre a fait plutôt un flop. Exactement. Et alors, est-ce que déjà, entre 65 et 69, pour aller assez rapidement, c'était un peu toujours, les sondages étaient là, on les utilisait, plus ou moins assumés, ou ça a déjà fait un saut qualitatif ? Alors en fait, après 65 et le très bon score de Jean Le Canuet, très bon score puisque on lui attribue la responsabilité de la mise en ballottage du général de Gaulle. Il faut se replacer. En 1965, tout le monde pensait que le général de Gaulle allait être élu dès le premier tour. Et d'ailleurs, les premiers sondages le donnaient très largement réélu, sans difficulté. Le fait qu'il soit en ballottage, déjà, ça a été un traumatisme. Et ce traumatisme est porté au crédit de Jean Le Canuet et donc à la technique des sondages qu'il a utilisée. Donc en 69, tous les autres hommes politiques ont commandé des sondages pour essayer de rééditer son exploit. Mais 69 et 74, ce sont des campagnes surprises, n'ont pas eu lieu à la date prévue pour différentes raisons. Oui. Donc 69, le général de Gaulle s'en va. Et 74, décès du président Pompidou. Donc ce sont des campagnes très ramassées, très brèves. Et donc les sondages existent. D'ailleurs, ils sont de plus en plus publiés, mais c'est vraiment en 81 que là, on commence à avoir beaucoup de sondages publiés. Et d'ailleurs, de présidentiel en présidentiel, le nombre de sondages publiés n'a cessé d'augmenter. On est à combien aujourd'hui par rapport, si vous faites une comparaison, par rapport, disons, à 80
81 ou à 80, ça fait 40 ans maintenant, à aujourd'hui. C'est vraiment c'est énorme. C'est une progression exponentielle. Je crois qu'en 81, on devait être à une centaine de sondages publiés sur l'ensemble de la campagne. Et en 2017, on a dépassé les 500 sondages publiés. Alors c'est lié aussi à l'évolution du paysage médiatique. Il y a beaucoup plus de médias, il y a Internet, il y a les réseaux sociaux. Il y a beaucoup plus aussi d'instituts de sondage. C'est plus facile de réaliser un sondage par Internet, ça coûte moins cher, ça va plus vite que de réaliser un sondage en face à face ou par téléphone comme on le faisait il y a 40 ou il y a 50 ans. Mais c'est vrai que nous observons cette montée croissante du nombre de sondages publiés. Oui, et c'est très... Et alors, est-ce que les sondages, alors quel rôle ont joué les sondages en 81 et à partir de 81? Parce que ça a changé. Est-ce que ce n'est pas là que ça a changé un peu de nature? C'est-à-dire au départ on disait bon très bien, on va voir les sondages. Et après, est-ce qu'il n'y a pas eu là déjà ce que j'appelle l'ère du soupçon? Légitime ou pas. C'est-à-dire, est-ce que les sondages, oui d'accord, mais est-ce que les sondages ne manipulent pas? Est-ce qu'on n'est pas influencé, qu'on le veuille ou pas? C'est pas la faute des sondages, mais en publiant des sondages en disant tel est très haut, etc. Et aujourd'hui, on le voit très bien dans la campagne aujourd'hui qui entre les candidats potentiels ou pas. Mais enfin, si on cite que Le Pen, Zemmour, Pécresse, bon, et puis Macron et Emmet, et tous citent les sondages. Je suis là dans les sondages. Avant, ils ne le disaient pas comme ça. Oui, vous avez bien raison de noter ça. Ouais. En fait, je dirais que le tournant, c'est moins 81 que 74. En 74, on a les protestations sur le rôle des sondages. Le Conseil constitutionnel fait un texte pour dire que les sondages prennent beaucoup de place et qu'il faut sans doute les réglementer. Il y aura une réglementation à partir de 77, la mise en place de la commission des sondages, etc. Donc c'est vraiment au tournant des années 70 que, en fait, apparaît vraiment l'ambivalence des sondages. Jusqu'en 74, on considère que c'est un outil objectif, scientifique. C'est le témoin de l'évolution de la campagne électorale. À partir de 74, ça reste l'outil qui fait l'état des lieux, mais ça devient aussi un objet du débat électoral et du débat politique. Donc on retrouve cette ambivalence. Contestation, etc. Quels sont les effets des sondages? Est-ce qu'ils peuvent influencer tel ou tel candidat? Est-ce qu'ils freinent la participation électorale? Ou est-ce qu'au contraire, ils l'incitent? Voilà, toutes les polémiques qu'on connaît, qui sont d'ailleurs les mêmes qu'il y a une quarantaine ou une cinquantaine d'années. C'est très frappant de voir que ce débat tourne en rond d'une certaine manière et qu'on n'arrive pas à en sortir. Tout ça, ça naît au milieu des années 70. Très intéressant. On va en reparler tout de suite après ceci. À tout de suite. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous reprenons, vous voyez, j'en tousse de satisfaction. Le livre de Frédéric Michaud, Le sacre de l'opinion. Alors, justement, les sondages, vous avez bien évoqué 74, où c'est là, ça a commencé à la fois la contestation et la puissance, puisque quand on n'existe pas, on n'est pas contesté. Et avançons un peu dans l'histoire, donc 88, effectivement, ce qui s'est passé en 88 aussi, bon, Mitterrand reconduit, 95. Alors, 95, c'est très intéressant. Je voudrais qu'on s'arrête à 95, parce que, rappelez-vous, Jospin, et puis Jospin, Balladur, je veux dire, pardon, dans les sondages au début, bien sûr, vous allez me dire ça a changé, mais je me rappelle d'une période, j'étais déjà évidemment en train de suivre tout cela, où c'était absolument, mais c'était en or et en platine, c'était Balladur de l'or. Rappelez, je veux dire, c'était ça. Et il y a eu cette une du Monde absolument magnifique. Tout se passe comme si les Français... C'était 6 mois avant, hein. Pas loin quand même, 6 mois avant les élections. Enfin, à peine 6 mois. À peine 6 mois ou 4 mois. Début tout janvier se passe 95. comme si les Français avaient déjà élu leur président de la République, et c'était évidemment Édouard Balladur. Alors, d'un côté, vous pouvez me dire, ça ne s'est pas passé comme ça, et donc, vous voyez, on ne dit pas que les sondages manipulent, mais d'un autre côté, quand même, cette espèce d'insistance, est-ce qu'il n'y a pas des effets pervers ?
Alors, à votre avis. Alors oui, mais à nouveau, on retrouve cette ambivalence. On peut tout à fait défendre les deux thèses. Vous avez raison, il y a deux hommes politiques dans l'histoire de la Ve République qui ont eu des sondages, qui les ont annoncés élus dès le premier tour. C'est Charles de Gaulle en 65, on l'a dit tout à l'heure, et c'est Édouard Balladur. Édouard Balladur a eu des sondages qui le donnaient élu dès le premier tour. Élu dès le premier tour. Il y a eu un sondage qui l'a donné élu dès le premier tour. Ouais. Alors, on peut dire que effectivement, les Français ont fait preuve de libre arbitre et ne se sont pas laissés imposer leur choix par le diktat des sondages. Bon, ouais, ça, moi, je le crois vraiment. Je pense que l'électeur, quand il fait son choix, quand il élabore sa décision électorale, il prend en compte les sondages comme une information. Mais il n'y a pas de conformisme, il n'y a pas de suivisme de la part de l'électeur. On peut dire aussi que ces sondages ont permis de tester la capacité d'homme d'État de Jacques Chirac pendant cette campagne électorale. Le fait qu'il a démontré une capacité à résister à une forme d'adversité, à maintenir une détermination en dépit de sondages qu'il annonçait régulièrement à des niveaux très faibles. Alors jamais en dessous de 10%. C'était pas non plus, il n'était pas totalement disqualifié comme François Hollande en comme certains 2017, ont pu l'être par la suite ou encore récemment. Mais on peut dire aussi que cette capacité à résister à des mauvais chiffres, c'est une capacité nécessaire pour un homme d'État. On sait qu'un président va traverser des crises, et donc s'il est incapable de résister à une crise médiatique de cette façon-là, tout à fait d'accord. Mais il n'est sans doute pas qualifié pour être chef de l'État. Ça ne donne pas une justification supplémentaire au sondage, mais c'est bon de l'utiliser. Non, moi je voudrais vous poser la question, et vous avez raison de montrer effectivement, et d'ailleurs on peut être qu'ambivalent dans cette histoire, on peut pas dire c'est pas blanc et noir, c'est la catastrophe du siècle ou la malédiction du siècle, ça serait ridicule. Mais du point de vue, vous savez, de ce qu'un certain nombre de sociologues, surtout américains, ont parlé, la persuasion clandestine ou la fabrique du consentement, cette fameuse fabrique du consentement. Absolument. Est-ce qu'à votre avis, là-dedans, quel rôle jouent les sondages, si à votre avis, ils jouent un rôle? Oui, vous posez la question de l'influence des sondages, qui est une question très complexe. On prend rarement le temps d'essayer de la comprendre et on va très très vite aux conclusions en disant ça n'a aucune influence, ou au contraire ça influence totalement l'électeur, comme si l'électeur était un petit être naïf, facilement influençable, mais c'est important impressionnable. De poser la question. Mais il faut poser la question et essayer de la décomposer. Une campagne électorale, c'est le lieu d'influence croisée, influence de tous les candidats. Le rôle d'une campagne électorale pour un candidat, c'est d'influencer l'électeur et faire en sorte qu'il vote pour lui. On peut aussi. Bien chez moi, il y a du feu. Exactement. On peut aussi dire que les médias, en tout cas les éditorialistes, ont chacun une ligne éditoriale, voire une ligne politique qu'ils cherchent à défendre et à promouvoir. Donc, d'une certaine manière, ils exercent aussi une influence. Le seul acteur qui s'exprime dans une campagne électorale et qui n'a pas ou ne recherche pas d'influence, ce sont les sondages, précisément parce qu'ils visent à faire un état des lieux objectif de la situation. Tous les candidats sont évalués en même temps et de la même façon dans les intentions de vote à échéance régulière. Et pourtant, c'est peut-être le seul qu'on accuse de vouloir exercer une influence indue sur l'électeur. Alors ensuite, il y a deux types d'influence. Il y a une influence sur le vote, sur le choix des différents candidats, et puis il y a aussi une influence sur la participation électorale. On peut tout à fait défendre, et je crois que c'est le cas, que les sondages sont un outil démocratique dans le sens où ils invitent les électeurs à se renseigner sur la campagne, à suivre le déroulement de la campagne électorale et donc à s'y intéresser et finalement à aller voter. Et je crois que les sondages ont un rôle civique dans le sens où ils soutiennent la participation électorale. On a vu aux dernières élections qu'on en a grand besoin. Oui, mais alors deux objections, votre honneur, et deux objections non... Primo, très bien, mais je crois que vous sous-estimez ou vous sous-évaluez la persuasion de ce point de vue. Je m'explique. Non pas, elle n'est pas directe, mais indirecte. Primo, je voudrais que vous m'expliquiez
Parce que souvent, après, les directeurs ou les sondagiers nous disent, enfin les responsables, nous disent oui, là, on a surévalué par rapport aux gens qui ne disent pas vraiment ce qu'ils pensent, parce que vous savez, ça existe. C'est pas vous que je l'enseignerai, vous le savez mieux que moi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent, ils savent pour qui ils vont voter, mais pour des raisons, même si c'est anonyme, ils n'ont pas envie de le dire. Sous-évaluation, surévaluation. Souvent, j'ai entendu des sondeurs, je ne suis pas le seul, à dire oui, nous avons surévalué là, peut-être trop, etc. Mais surtout, la vraie objection, qui encore une fois n'est pas voulue par les sondages, mais qui est ceci. Quand je lis les sondages, et aujourd'hui, comme vous dites, c'est quotidien. Est-ce que quelque part, je ne me dis pas, oui, tiens, tel est haut, mais alors, au premier tour, je parle des élections au premier tour, je vais voter pour tel parce que les sondages montrent qu'il est plus haut. Et donc, ce n'est plus, je parle pour l'électeur lambda, ce n'est plus un vote seulement d'inclination, de choix, mais c'est par rapport à une stratégie. C'est-à-dire, il joue presque comme un politique. Alors vous allez me dire, bon, mais c'est comme ça, c'est son choix. Mais enfin, est-ce qu'il n'y a pas ces deux choses, Alors voilà. vous avez raison, c'est l'opposition classique décrite par la science politique entre d'un côté le vote d'adhésion, c'est-à-dire le vote idéologique. Vous avez des convictions, vous votez pour le candidat qui représente le mieux vos idées. Et puis de l'autre côté, le vote stratégique, dont le vote utile fait partie. Où là, vous préférez un autre candidat parce qu'il a plus de chances d'être élu. Parce que vous voulez envoyer un signal à une majorité. Qui peut être conduite, etc., etc. Donc il y a d'autres considérations qui entrent en jeu et plus seulement un choix idéologique ou un choix politique. Vous avez raison de le rappeler, c'est de la responsabilité de l'électeur. De faire sa décision et au final, c'est lui qui décide de mettre un bulletin ou de ne pas en mettre pour tel ou tel candidat. Mais les sondages donnent une information qui peut être intégré dans ce calcul stratégique. Je crois que il y a la responsabilité de l'électeur, on vient de la rappeler, il y a la responsabilité aussi des instituts de donner une information qui est claire. C'est vrai. Et qui est lisible par tout le monde. Et là, on touche aux causes du 21 avril. Le 21 avril, les sondages n'ont pas suffisamment 21 avril 2002, n'ont pas suffisamment alerté sur le fait... Le Pen au second tour. Voilà, sur le fait que Jospin et Le Pen avaient des scores très proches et qu'il y avait une possibilité de voter d'une qualification de Jean-Marie Le Pen. Il y a toute une série d'électeurs qui se sont dit que la qualification de Lionel Jospin était assurée et donc qu'on pouvait voter pour Besancenot, pour Arlette Aguillet, qui se sont dispersés, et ce là, qui il y a a un problème. Créé le 21 avril. Vous êtes bien d'accord. Il y a un problème, mais c'est aussi la responsabilité. C'est pour ça que je dis que c'est une responsabilité qui est double. Il y a la responsabilité de l'électeur qui fait un choix. Parce qu'au final, c'est quand même lui qui vote. Bien sûr. Et la responsabilité en citoyen majeur, et la responsabilité des sondages de donner une information, ou au contraire de dire attention, cette information doit être prise avec beaucoup de précautions. On a une incertitude sur les candidats qualifiés. C'est pour ça que je crois qu'il faut toujours rappeler, je pense que les instituts de sondage devraient le rappeler, ils le font, que tout ça est éphémère. C'est-à-dire, on donne l'information à l'instant T. Oui. Je sais que vous le dites, mais je trouve qu'on devrait le dire beaucoup plus précisément. Ça n'enlève rien à la légitimité des sondages. On le dit beaucoup plus qu'auparavant. Les médias, d'ailleurs, font beaucoup de pédagogie. Moi, je suis très frappé de tout ça. Il y a de plus en plus de sites sur Internet qui agrègent les résultats des différents instituts. Donc, on peut mieux cerner les tendances. On a aussi beaucoup popularisé la notion de marge d'erreur. Bon, il y a des progrès qui sont faits régulièrement. Eh bien, on se retrouve avec les auditeurs après ceci. Et appelez Emmanuel au standard au 0826 300 300 et ce ne sera pas pour vous demander pour qui vous souhaitez voter à la prochaine présidentielle, mais pour réagir à ce sujet brûlant du poids des sondages. À tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Et c'est le moment où vous prenez la parole au 0826 300 300 et nous commençons avec Julien qui nous appelle du Val-de-Marne. Bonjour Julien. Oui, bonjour Julien. Bonjour André, bonjour Augustin et bonjour à votre invité. Écoutez, je voulais justement réagir par rapport au sondage parce que je trouve la méthode, c'est quelqu'un qui, comme moi, a travaillé dans le marketing pendant longtemps et qui a eu beaucoup d'échos sur ces fameux sondages qui, très honnêtement, pour moi, sont des dénis et des biais de démocratie. Si vous voulez, les résultats bruts, on ne vous les donne pas forcément. Moi, j'ai d'ailleurs personnellement un coup de gueule contre IFOP et également Opinionway. Je viens de regarder votre dernier sondage. Monsieur Michaud, je suis désolé, mais vous ne faites pas apparaître tous les candidats. Comment vous m'expliquez que dans vos sondages, Monsieur Philippot, Monsieur Asselineau n'apparaissent pas, tandis que Madame Artaud à 0,5%, Monsieur Poutou, eux, apparaissent. Déjà, rien que le fait d'oublier volontairement, je suis désolé de le dire, ces candidats, parce qu'il ne s'agit pas d'une fois. C'est quasiment à chaque sondage, on ne les fait pas apparaître. Déjà, rien que ça me semble un vrai problème. Effectivement, on sait très bien que les résultats de ces sondages auront une influence sur les votes en se disant je vais voter utile ou pas. Donc très franchement là-dessus, je pense que ça me paraîtrait normal que dès les prochains sondages qui vont sortir, et pour celui de l'IFOP Sud Radio et Paris Match qui est publié tous les jours, en tant que journaliste, vous demandiez que tous les candidats apparaissent et de faire les correctifs nécessaires. Et puis deuxièmement, par rapport à tout ça, si effectivement on tient compte de ces fameux sondages qui sont quand même très largement biaisés puisqu'on sait que c'est sur 1000 personnes, on ne sait pas qui est sélectionné, il n'y a pas tous les candidats, ce que je viens de dire. Moi, je trouve que c'est une démocratie de façade. Déjà qu'il n'y a pas de proportionnel en France, même si c'est un sujet de connexe. Ça, c'est encore autre chose, oui. Mais vous avez raison. Les sujets sont connexes. Et donc, effectivement, vous avez le secret défense pour 50 ans pour ce qui est du Covid. Et on nous propose des candidats, excusez-moi, entre Valérie Pécrot ou Emmanuel Mécresse, vous avez deux sœurs siamoises qui ont les mêmes programmes à peu près sur tous les sujets. Si c'est ça la démocratie française, moi je pense que c'est ce que disait The Economist, à savoir démocratie défaillante. Là, on a vraiment beaucoup de travail à faire en France. Alors écoutez, non mais vous posez plusieurs questions, et en tout cas sur le problème des sondages. Alors effectivement, Frédéric Michaud, je crois qu'il y a une bonne question là. Pourquoi tous les candidats ne sont pas représentés? Alors parce qu'il y a énormément de candidats déclarés. Il y a une trentaine de candidats déclarés. On sait que dans ces candidats, il y a déjà beaucoup de candidatures fantaisistes. C'est-à-dire des personnalités qui ne sont même pas des élus ou des personnalités politiques qui utilisent l'élection présidentielle comme un théâtre pour assumer leur propre promotion. Ça c'est vrai pour. Bon. Mais pas. Donc cela, c'est pas sérieux de les tester. Frédéric Michaud continue. Mais pourquoi je repose votre question. Pourquoi il y a Poutou et Artaud et pourquoi il n'y a pas Asselineau et effectivement Philippot? Qui mériterait tout autant que Poutou et Artaud. Bien sûr. Alors, une fois que les candidatures sont validées par le Conseil constitutionnel, nous sommes tenus, et c'est tout à fait normal, de tester l'ensemble des candidats officiels. Avant, il y a une zone qui est laissée au choix des différents instituts de sondage qui se fondent sur une estimation de la capacité des différents candidats à obtenir les signatures. Donc les candidats que nous ne testons pas sont des candidats pour lesquels nous jugeons qu'ils ne seront pas en mesure d'obtenir leur signature, mais nous introduisons régulièrement des candidats. Nous avons introduit cette semaine la candidature de Christiane Taubira, qui n'était pas candidate et qui l'est, donc nous la testons. Nous avons introduit à l'automne la candidature de Jean Lassalle. Nous allons retirer la candidature d'Arnaud Montebourg. Donc évidemment, tout ça évolue. Là où je rejoins totalement votre auditeur, c'est que ce choix peut constituer une sorte de barrière à l'entrée sur le champ politique, dans le champ politique pour certaines candidatures. On voit bien que le fait pour un candidat politique d'être ou de ne pas être testé dans les baromètres d'intention de vote, ça a des répercussions politiques. Quand vous êtes testé, vous avez une sorte de légitimité politique. Alors, je remarque aussi qu'il y a toute une série de candidatures à chaque élection présidentielle qui apparaissent, qui obtiennent les signatures et qui finalement réussissent à être testés. Donc il y a sans doute un filtre, mais il n'est pas indépassable, ce n'est pas une barrière insurmontable. Absolument pas. Non, mais c'est un vrai. Et quant à effectivement et l'histoire des 1000 personnes, quand il dit oui, mais en fait comment on choisit, etc. Parce que je me dis ça parce que c'est un argument récurrent. Oui, c'est le panel, ça fait 1000 personnes. Comment on choisit? Parce que
Vous avez cette chose que vous entendez toujours, mais moi, j'ai jamais été sondé, interrogé. Ouais. Voilà. Alors, nous construisons des panels qui sont des échantillons qui sont représentatifs. On connaît la structure de la population française grâce au recensement de l'INSEE. On connaît le nombre d'hommes, le nombre de femmes, le nombre de jeunes, le nombre de cadres, d'ouvriers, etc. Évidemment, une répartition géographique aussi, zones rurales, communes, etc. On reproduit la France en miniature dans notre échantillon. 52% de femmes, dans un échantillon de 1000 personnes, il y a 52% de femmes. Je comprends. Voilà. C'est ça qui fonde la représentativité des résultats. Un point sur ce que disait votre auditeur qui me paraît très important. Mais je dis bien tous nos résultats sont accessibles de façon transparente. Sur le site de la commission des sondages, vous avez tout. Nous sommes le seul institut, pour l'instant, à le faire. On met nos résultats bruts, tous nos redressements, et chacun peut comprendre le raisonnement qui a été appliqué par OpinionWay dans l'établissement des intentions de vote. Donc on cherche vraiment à faire preuve de la plus grande transparence vis-à-vis des citoyens et vis-à-vis des électeurs. Augustin. Merci beaucoup Julien pour votre appel. Nous sommes maintenant avec Eric qui nous appelle de Gironde. Bonjour Eric. Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour Eric. Ouais. Ça serait pour réagir, je suis d'accord avec l'auditeur précédent. Ouais. Et on oublie des candidats, on oublie les instituts, je pense, oublient pas mal de choses. Voilà, déjà que je pense que dans notre société actuellement, on est sondé de différentes façons. À l'heure actuelle, on a été sondé avec des piqûres pour savoir comment on réagissait. Je trouve qu'on réagit assez mal quand même. Mais bon. Ouais. C'est autre chose encore. C'est autre chose oui, encore. Mais sur le problème, on oublie pas mal de choses. Oui, mais vous trouvez que quand vous dites on oublie, qu'est-ce qu'on oublie? Qu'est-ce que les instituts de sondage oublient, Eric? Mais comme disait l'auditeur précédent, des candidats qui ne sont pas représentés. D'accord. Voilà, c'est un gros problème pour moi, à mon avis. Et Frédéric Michaud a répondu, c'est vrai que c'est un vrai problème, parce que moi je vois, et on a reçu ici les 20 candidats, il dit, mais regardez par exemple, nous avons ce que nous avons, mais nous sommes absents quand on donne la liste, mais tous ainsi confondus, hein. Et quand on a la liste, et c'est vrai que le fait que quelqu'un qui se présente, c'est pas évident, c'est pas 400 000 personnes qui vont se présenter, et c'est vrai que le fait de ne pas figurer, même si on est, je veux dire, à 2% ou 1,5%, c'est un vrai problème. Vous l'avez dit. C'est un vrai problème qui rejoint le problème de l'obtention des parrainages. Ouais. Je vous donne juste une information, un chiffre. Ouais. Ramayad, qui a été secrétaire d'État, figure politique, etc., a tenté de se présenter lors de la dernière élection présidentielle. Elle a obtenu 350 parrainages, donc pas assez pour pouvoir le faire. Aucun institut ne l'a testé. Oui, je comprends. Donc ça veut dire que nous testons quand même des candidats qui ont un vrai poids politique, qui ont déjà été élus, qui ont déjà eu des résultats, Vous voyez, il y a quand même toute une série de critères. On ne peut pas tester tout le monde, sinon on aurait des listes interminables. C'est quelque chose qui vous concerne sans vous concerner. Il y a quand même un scandale démocratique, je le dis, c'est que le vrai problème, ce n'est pas ça. C'est qu'avant, jusqu'à Hollande, il y avait les 500 parrainages étaient anonymes, comme le vote dans l'isoloir est anonyme, je le rappelle constitutionnellement, et François Hollande, je le dis, et on le sait, a changé cela, et on sait très bien qu'à partir du moment où les maires ou élus sont obligés de se déclarer, on connaît la pression qu'ils peuvent avoir vis-à-vis de tel ou tel candidat qu'ils auront parrainé, même s'ils ne sont pas d'accord avec lui. Il y a un vrai problème démocratique pour moi, très clair, que la levée, pour moi, de l'anonymat des parrainages est un scandale démocratique. J'espère qu'il sera corrigé. Et nous allons dans l'extrême sud-ouest, puisque nous allons à Biarritz avec Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour Sophie. Oui. Bonjour André, bonjour tout le monde, particulièrement André Berkoff. Bravo, continuez, vous êtes notre bouffée d'oxygène. Je voulais juste donner un petit commentaire à l'intervention précédente. Oui. Pourquoi on s'offusquerait que les parrainages ne soient plus, si vous voulez, confidentiels, puisque le vote l'est, et que les sondages ne le sont pas par principe, puisque si on donne notre vraie opinion, on est finalement, on dévoile notre fond, la personne pour qui on voudrait
voter. Ceci dit, je voulais juste poser une question. Est-ce qu'il y a des sondages qui sont faits à l'étranger sur l'élection présidentielle française? Et si oui, comment on peut aller les consulter et quelles sont leurs tendances? C'est tout. Ah oui, des sondages d'organismes étrangers, c'est ça, sur l'élection française. Oui. Frédéric Michaud. Alors nous, il nous arrive de travailler pour des médias étrangers ou pour d'autres acteurs sur l'élection française. Non, mais la question qui est posée, fait par des instituts étrangers, qui s'occupent de l'élection française. Voilà. Non, pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance, de la même façon que nous, il nous arrive de faire des sondages électoraux, mais dans des pays qui n'ont pas d'instituts reconnus, réputés, etc. Par exemple, quand il y a une élection aux États-Unis, les grands instituts de sondage ne font pas une petite enquête pour savoir quelle est la tendance. Parce que c'est quand même intéressant de savoir. Non, mais les Américains le font peut-être plus complètement, et voilà. Vous ne faites pas, vous, d'élections sur Trump ou Biden et compagnie. Non. Merci, merci beaucoup, Sophie. Je voulais juste savoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Et nous sommes maintenant avec Régina qui nous appelle de l'Espar Médoc. Bonjour Régina. Bonjour Régina. Bonjour André et toute l'équipe. Je voulais réagir par rapport au sondage. Je change un petit peu de sujet. J'ai un exemple parlant qui montre, à mon sens, la fausseté de ces sondages. Quand je dis fausseté, je me comprends. Vous prenez par exemple des interviews données sur BFM avec Éric Zemmour et Valérie Pécresse devant plusieurs journalistes à une heure d'écoute. Ça s'est passé en soirée. Les audimat l'audimat d'Éric Zemmour dépasse largement l'audimat de Valérie Pécresse. Vous êtes d'accord? Ce n'est pas moi qui l'invente. Eh bien, expliquez-moi dans ce cas pourquoi, dans les sondages, Valérie Pécresse se trouve devant Éric Zemmour, alors que tout le monde sait que, moi la première, si j'ai un futur élu qui m'intéresse, je vais le regarder particulièrement, je vais écouter ce qu'il a à dire. Vous dites pourquoi il n'y a pas de connexion entre l'audience, effectivement, des émissions et les résultats dans les sondages. Exactement. Très bien. Je pense que c'est un exemple parlant. Alors Frédéric Michaud. Oui, alors il y a deux éléments pour répondre à votre question, madame. Le premier élément, c'est que ces audiences sont évidemment beaucoup plus faibles que l'ensemble du corps électoral. Le corps électoral, c'est 46-47 millions d'électeurs. Une émission réussie, c'est 2-3 millions de téléspectateurs. Un grand JT, on peut monter à 8 millions. Alors, hors annonce de confinement, où là on bat des records historiques, ou de déconfinement, ou de Coupe du Monde. Mais sinon, voilà, on est quand même dans un rapport de 1 à 10. Et donc, évidemment, tout le corps électoral ne regarde pas ces émissions. Et puis ensuite, vous avez raison c'est le deuxième élément Il finit sa argumentation et vous allez répondre. La démonstration, c'est que vous pouvez regarder la prestation médiatique d'un candidat sans vouloir nécessairement voter pour lui. Et je dirais même que quand un candidat est très clivant, il suscite aussi l'intérêt de ses adversaires politiques et donc d'électeurs qui ne voteront jamais pour lui, mais qui l'observent justement pour bien comprendre à quel adversaire politique ils ont affaire. Oui, c'est-à-dire, vous voyez, c'est vrai, c'est-à-dire que le problème de l'audience par rapport au sondage, c'est que vous pouvez regarder, par exemple, moi il m'arrive, je crois, et vous aussi, et tout le monde, de regarder des gens, alors il y a des gens qui sont sans intérêt, on ne va pas les énumérer, mais d'autres qui sont vraiment très intéressants, et je peux être, et vous pouvez être d'une opinion tout à fait opposée, mais vous allez écouter parce que vous trouvez, il est intéressant, il envoie du lourd, vous savez comme on dit, il envoie des choses, et donc c'est pas corrélé, vous voyez, avec le résultat dans les sondages. C'est vrai, là-dessus je suis d'accord avec vous, j'ai peut-être tort. Mais c'est bien, on a tous tort de temps en temps. Ceci dit, c'est vrai que je me posais la question de la corrélation entre les deux. Ceci dit, les sondages, honnêtement, personnellement, je n'y crois pas trop. Alors, s'ils sont faits pour influencer les électeurs, ça peut être à double tranchant.
Par exemple, vous mettez Emmanuel Macron en tête, très bien. Je ne suis pas persuadée que la majorité des Français voteraient à nouveau pour Emmanuel Macron. Ceci dit, ça peut influencer certaines personnes, c'est vrai, comme ça peut aussi les rebuter. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, absolument. Mais je crois que Frédéric Michaud, vous êtes d'accord. Oui, alors moi j'emploierais plutôt le terme d'informer plutôt que d'influencer. Ce que nous cherchons à faire, c'est donner une information. Et après, Vous savez, il y a une influence du chiffre et du nombre quand même. Oui, ça c'est la façon dont l'information est reçue, perçue et reçue par le destinataire de l'information. Mais l'émetteur, c'est-à-dire le sondage et aussi le média, parce qu'on n'en a pas parlé, mais sans les médias, les sondages n'existent pas. Hein. Nous, vous savez que la grande partie de nos études sont des études confidentielles qui ne sont pas publiées ou diffusées par les médias. Donc il y a aussi une responsabilité des journalistes et des médias. En fonction de l'orientation, les sondages qu'ils ont envie de choisir. Mais vous savez, je vais vous dire une chose, c'est en fait... Moi, pour ça que je dis toujours allez voter, parce que au fond et au bout du compte, qui décide ? C'est vous, moi, Frédéric Michaud, Thibaut Sedler, Augustin Moriot, dans l'urne. Dans l'urne, c'est vous. Vous êtes monarque. Ça dure peut-être pas longtemps, mais au moins vous êtes là. Et c'est pour ça que vraiment, je crois que l'abstentionnisme me paraît pas la solution. Voter pour le moins pire, peut-être, ou la moins pire, je ne sais pas, mais voter. Oui, Frédéric. Non, je suis parfaitement d'accord. Le peuple est souverain, mais votre auditrice soulevait un problème qui est connu. C'est ce qu'on appelle la démobilisation électorale par certitude de la victoire ou par certitude de la défaite. Oui. Je m'explique. Certains électeurs peuvent se dire qu'il est inutile d'aller voter. C'est vrai. Parce que d'après les sondages, le candidat de mon choix est nécessairement élu, la messe est dite, ou il est nécessairement battu, ça ne sert à rien que je me mobilise pour faire un acte électoral. Ça, c'est effectivement un effet qui a été mesuré, un effet des sondages qui a été mesuré. Mais vous savez, mais ça pose le vrai problème, vous venez de me dire, ça pose le problème si on va aller jusqu'au bout en disant, mais les sondages, attendez, pourquoi faire ? Quand je dis pourquoi faire, je m'explique. Prenons la situation où il n'y a plus aucun sondage d'aucune sorte. Aucune sorte. Bon, on écoute les gens à la radio, à la télévision. On prend exprès la solution radicale. Et, voilà. Et on dit, il n'y a plus de sondage. Il n'y a plus rien. Eh bien, écoutez, vous allez écouter tel ou tel. Vous allez vous faire votre opinion par rapport aux réseaux sociaux, à la radio, à la télévision, à la presse, etc. Et puis, en toute liberté, vous êtes majeur, et vacciné ou pas vacciné, enfin en tout cas vous êtes majeur, et puis vous déciderez, et vous ne saurez pas à ce moment-là si effectivement tel ou tel est bas dans les sondages ou haut dans les sondages, ça ne vous influencera plus ou ça ne vous impressionnera plus d'une certaine manière. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi dire ça ? Oui, alors on peut le dire, et d'ailleurs on a un cas d'exemple très récent. Ouais. Le congrès des Républicains, fin novembre, début décembre. Ouais. Pendant toute cette campagne, il n'y a eu aucun sondage. Aucun sondage. De la primaire des... Aucun sondage sur le congrès. Qu'est-ce qui s'est passé ? Surprise avec la première place d'Éric Ciotti. Si des sondages avaient été réalisés, je suis sûr qu'on aurait vu cette montée d'Éric Ciotti. Alors, ils n'ont pas été faits pour des raisons techniques, etc. Mais donc là, on a un cas d'école d'une élection sans sondage. Il y a eu beaucoup d'élections sans sondage par le passé. Oui, sous la Troisième République, c'était uniquement ça, et même sous la Quatrième. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ? C'est, pour moi, la porte ouverte à une forme de désinformation, à une forme d'intoxication. Ce sont des rumeurs, ce sont des on-dit. Et finalement, peut être là, oui. Et finalement, l'électeur ne sait plus vraiment quel est l'état des lieux et ne vote plus en connaissance de cause. C'est pour ça que je parle d'information. Moi, je pense que nous donnons une information qui est utile à l'électeur pour qu'il fasse son choix. Ça ne veut pas dire qu'il va suivre les sondages. Je pense qu'il a suffisamment de discernement pour faire sa propre décision et choisir sereinement et souverainement. Mais voyez, une chose très importante, c'est parce que c'est vraiment un sujet de fond et capital, c'est quand vous dites information et information à l'instant T, etc. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que c'est aussi valable pour les médias.
Les médias donnent de l'information, mais parfois, il faut le dire, hein, les médias, tous médias confondus, donnent aussi de la fausse information ou de la désinformation. Il faut le dire. Hein, nous, il n'y a pas de raison de jouer les chevaliers blancs. Et il s'est passé quelque chose de formidable récemment, que je trouve qu'on a applaudi ici dans cette émission. Le El País, le grand quotidien espagnol, Bild, le grand journal allemand, et Bladet, le journal suédois, vous savez ce qu'ils ont fait ensemble, pas du tout ensemble, à 3 jours d'intervalle, ont demandé pardon à leurs lecteurs. Ils ont vraiment demandé, danois, le journal danois, me dit Augustin. Ils ont demandé pardon à leurs lecteurs en disant, nous avons, sur l'histoire du Covid, de la gestion du Covid, ils ont dit, nous avons suivi aveuglément le gouvernement, nous avons eu tort, nous aurions dû exercer beaucoup plus notre esprit critique et enquêter. Nous vous avons sans filtre et comme ça fidèlement et répercuté ces informations. Nous n'avons pas rempli notre métier et nous vous demandons pardon. Je trouve ça très bien. Alors, je ne dis pas que les instituts doivent demander pardon, parce que ce n'est pas la même chose. Mais à votre avis, est-ce qu'il faudrait qu'à un moment donné, expliquer, non pas demander pardon, c'est pas la même chose du tout, mais expliquer pourquoi, par exemple, il y a eu telle erreur et telle. Je pense que pas nécessairement obligé de faire systématiquement acte de contrition, et qu'il y a erreur et erreur. Et après, tout le monde commet des erreurs, l'erreur est humaine. Mais notre responsabilité, c'est d'essayer de comprendre quand il y a eu des erreurs techniques, et il y en a parfois, d'essayer de comprendre quelles sont les causes de ces erreurs, et d'identifier des moyens pour y remédier. Vraie difficulté qu'on a, et j'en parle souvent avec mes collègues qui font des études marketing, quand vous faites des études marketing, vous avez beaucoup de données en permanence, et quand vous faites des études électorales, vous avez très peu de données, et de façon très intermittente. Il y a une élection présidentielle tous les 5 ans, alors que quand vous faites un acte d'achat, tous les jours, dans tous les hypermarchés de France, il y a des données qui remontent. Et donc nous, voilà, on a moins de données pour calibrer nos outils que quand vous faites des intentions. Les intentions de vote sont plus difficiles que les intentions d'achat. Conclusion, nous ne tuerons pas les sondages, nous les recevons, et après, à nous de critiquer ou pas, mais c'est un instrument, et ne tuons pas le thermomètre parce qu'on a la fièvre. Évidemment, je vous rappelle que tous les jours, il y a un sondage IFOP Sud Radio sur la présidentielle, le Rolling. Et je rappelle votre livre pour aller plus loin et pour suivre un petit peu l'historique plutôt que la photocopie de l'instant. Le sacre de l'opinion, une histoire de la présidentielle et des sondages aux éditions du CERF. Merci Frédéric Michaud. Et dans un instant, Brigitte Lay.